Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition du journal bilingue sur For You Télévision. Merci d'être des nôtres. La première partie avec vous, Tekewana. Good afternoon to you, Phone Dedi, and good afternoon to our thousands of viewers glued to the TV set, and welcome to joining us on the midday bilingual news this day. We begin lighting the flames this week, talking about insecurity, which of course is very much alive in the west of Africa. Most countries like Burkina Faso, Mali, Togo, and you name the rest are witnessing plenty of civil unrest at this point in time. Our reporter, Jigs Nabise, took interest on these current issues and packaged this report for us. From time immemorial, insecurity has plagued the African continent, despite efforts put in place by heads of state to calm down the tensions. From Cameroon to Nigeria, Sudan, Uganda, South Africa, Cabo Delgado in Mozambique, to the Democratic Republic of Congo, every African country has its pain to swallow. According to Agnes Arimayo Anes, prominent Ghanaian investigative journalist, for every story to be balanced, mediators have to find the missing voices. Linking his view to conflict resolution, no crisis can be resolved without all the parties involved being present on the dialogue table. Legal expert Hassan Kumba was of that assertion when he said the brokered ceasefire agreement between Rwanda's Paul Kagame and Congo's Felix Tshisekedi was biased, given a representative from the M23 rebels was absent. In that light, the M23 rebel street spokesperson Willy Ngoma reiterated they were Congolese, not Rwandans, and any negotiations could be between them and the Congolese government. These escalating tensions have led to killings of civilians, including women and children, human rights violations, and the displacement of persons in all these countries. And like is the case in Benin, fear looms over the place. How can the African continent be rejuvenated? Do we have what it takes to revamp the continent? Time alone has answers. Indeed, time alone has the answers. Now, let's get down to Kenya, where the momentum is generating as far as the upcoming presidential elections due to hold in a few weeks from now. Our reporter, Leyuga Fonyunga, took interest on how Raila Odinga has been campaigning in his hometown of recent, and here comes our report. Kenya's long-time opposition leader and the head of the Orange Democratic Movement, Raila Odinga, held presidential election campaigns in his hometown in Bodo. Odinga promised to address issues of education, corruption, and poverty if elected on the 9th of August elections. But to many Kenyans, the high cost of living has been a burden to most of them. Some blame it on the rampant corruption and unemployment amongst the people, rendering them helpless. Some supporters have questioned the high amount of money being used by different politicians to conduct their campaigns due to the lack of accountability. This year's presidential contest is shaping up to be a two-horse race between Deputy President William Ruto, 55 of age, and 77-year-old Raila Odinga, a veteran politician and former Prime Minister. Two other candidates have been cleared to contest the race to succeed President Uhuru Kenyatta, who must stand down after serving the maximum of 2 5-year terms. Ruto initially was anointed by Kenyatta as his successor, but has found himself out in the cold after Kenyatta and Odinga forged an alliance in 2018. The Kenyatta and Odinga families have dominated Kenya's politics since independence in 1963. Now, let's spread our nose tentacles beyond the African frontiers, where we throw our tentacles now to land in Colombo, in Sri Lanka, where it was transformed as a beehive over the weekend, a point of attraction to many, where protesters stormed the presidential palace, demanding for the resignation of the president in that part of the that part of Europe. Now, let's get the details with you, Jigs Nabise. Hundreds of peaceful protesters have stripped of power from President Gotabaya Rajapaksa as they stormed his official residence over the weekend, shortly after the Prime Minister Ranu's house
was set ablaze despite military security. These comes after protesters, angered with the unprecedented economic crisis, massed on the streets across Lieutenant Colonel Gatabaye's residence to demand he steps down due to his government's mismanagement of the country's current downturn. An anonymous source revealed that the former military officer has been escorted to safety and he remains the president, reports stated. A top official affirmed that the president is under the protection of the military and is at a safe location within the country after he left the house on Friday night as precaution. The colonial-era mansion he left is one of the country's key symbols of state power, and Rajapaksa's departure has raised a lot of questions. The current unrest has led to the resignation of 4 ministers in the past 2 days, with the Prime Minister announcing he would step down once an all-party government is ready to take over. As per several sources, the President said he will step down on July 13 in a bid to ensure a peaceful transition. It should be noted that the unseasoned protests in Colombo have been ongoing for over 90 days. And of course, we come down to Cameroon now to talk about crisis hit the far north region of the country, that is in the hands of Boko Haram insurgency, in the southwest and northwest regions in the hands of separatist fighters, and as well border crisis in the east region. All have been blamed that they have raised the increase of illicit drug consumption by most Cameroonians. According to the Public Health Ministry of Cameroon, Dr. Manauda Malachi, he announced that it is time good enough for parents and guardians to put their hands on deck to eradicate this bone of contention, which of course is plaguing our society. The details with you, Photo. The Atlantic coastal city of Douala is a strategic seaport for Cameroon's commercial activities, with thousands of containers passing through each day, making it easy for drug traffickers to distribute their goods at any given time. As Cotonou in Benin, Lomé in Togo, and Lagos in Nigeria, Douala has been identified as a melting pot in the illegal global drug trade. Through there is no official statistic, but regular drug rates on Cameroon's counterlines indicate the scale of the problem. According to the country's public health minister, Dr. Manauda Malachi, drug users in the restricted northwest and southwest regions, refugees from the Central African Republic in the east region, and Boko Haram terrorists in the far north region have risen from 10% in 2017, 22% in 2019 to 43% in 2021. The public health boss goes further to blame the COVID-19 pandemic to have forced most of its youthful population to get indulged with the unhealthy practices as a result of stress, anxiety, sleep disorder, and economic hardship. However, a recent report from the National Drug Control Committee shows that 25% of Cameroonians have once consumed drugs, 10% are regular drugs users, and 60% of the drug users are youth between the age of 18 to 25. Drug consumption, health experts insist, come with serious health risks including seizure, tiredness, depression, stroke, and brain damage. Be it excessive consumption of alcohol, tobacco, tramadol, shisha, and other illicit drugs. To effectively fight drugs abuse and trafficking within Cameroon's public health minister has launched a call for all constructive efforts to be allied, be it the young, women groups, teachers, religious committees, sports personalities, as well as parents, to put hands on deck to help save today's generation from the mess. Now, some time ago in 2016, there was a protest which of course started peacefully, and then in 2017 it became transformed into an armed conflict in the northwest and southwest regions. In my scattered thought, I began to wonder where and what role could traditional rulers play in the restoration of peace in the southwest and northwest regions. Get the details in this report. The string of coronations in the towns of Boya, Kumba, and Mankon of first-class traditional rulers, as well as the coronation of a second-class traditional ruler in Monya, are some of the telling signs the elites of the southwest and northwest regions have with their ancestral roots, despite disagreements that might exist politically.
where native laws and customs are respected to place the right persons in the right places. It automatically lays to rest doubts on legality and legitimacy, which have often been a bone of contention in some cases. The population, therefore, have no doubt to contradict decisions of their chiefs or funds because of the pivotal role they play in promoting social cohesion, development and peace in their respective communities. However, this of recent has become very crucial owing to the socio-political distress the northeast and southeast regions have been plunged into for the past 6 years. When the people seek for a moral compass to determine what direction they ought to take or what decision they make when their traditional rulers go through the test of legality before the very eyes of administrative authorities. Nevertheless, the crowning of Ikenya John Elufa Manga Williams in Limbe over the weekend, like it was with Fonangwa for the 4th of Mancon and Naliomo Esuka Indeli the 5th in Boya, are telling tales that should serve as a reminder that the majority of the population seeks a return to peace in their respective regions and are thus counting on the custodians of their cultural identities to unanimously unite and pacify their lands from the hands of haters of peace and development. As the famous saying holds, together we stand, divided we fall. It is never too late for the custodians of the lands to help change the narrative as the clock continues ticking very fast. And of course, ladies and gentlemen, that last report they put a wrap to this first part of the Midday Bilingual News. I'm leaving you in the company of Anchor Lady Faith Ndedi. Bon après-midi, Faith. Merci à vous, Teke Wana. Démarrons donc cette édition du journal bilingue version française avec justement cette rumeur qui a donc pignon sur rue du côté du Mali, on va le dire. C'est certainement l'une des rumeurs les plus en vue de l'heure qui bat donc son plein depuis dimanche 10 juillet. L'on s'interroge sur une tentative de coup d'État contre le colonel Assimi Goïta. La rumeur n'a donc de cesse de secouer la toile malienne et africaine. À en croire certaines indiscrétions non encore confirmées jusqu'ici par un communiqué officiel, un groupe de 49 soldats armés d'équipements lourds, donc 31 soldats des forces spéciales de l'armée ivoirienne et 18 de l'armée régulière, dont le coup aurait donc tenté de renverser le colonel Assimi Goïta, avec à leur côté des soldats de nationalité française, ceux de la CEDEAO aux accents libériens, burkinabés, nigériens, ivoirien et même malien, mais une source diplomatique du côté bien sûr de Bamako dément néanmoins cette rumeur sans toutefois apporter un communiqué officiel et précise qu'il s'agissait naturellement d'un National Support Element fourni donc par les forces armées ivoiriennes au profit de la base logistique de la société allemande SAS, Sahelien Aviation Services, mais aussi et pour la MINUSMA dans les régions de Tombouctou et Mopti. Et nous restons en Afrique de l'Ouest cette fois-ci pour faire un petit comeback. Vendredi dernier, 8 juillet, du côté bien sûr de Ouagadougou, où comme connu de tous, Henri-Paul Damiba, le président de la transition burkinabé, avait donc convié ses devanciers à une rencontre dont l'objectif était justement de pencher sur une cohésion nationale. Un échec cuisant au regard effectivement du désistement de certains des devanciers de Henri-Paul Damiba. Écoutons cet élément. De ces devanciers, seuls 2 ont répondu présents à l'appel de M. Damiba. Il s'agit de Jean-Baptiste Ouedraogo, président du Burkina Faso de 1982 à 1983, et Blaise Compaoré, président de 1987 à 2014. Isaac Zida, qui avait brièvement pris le pouvoir en 2014, est actuellement en exil au Canada. Michel Kafando, de 2014 à 2015, qui régna donc dans le pays des hommes intègres, et Rochemarc Christian Caboret, élu en 2015, n'ont donc pas répondu à cet appel qui avait donc l'objectif de sceller la réconciliation nationale afin de lutter plus efficacement contre les violences djihadistes meurtrières qui se multiplient ces derniers mois au Burkina Faso. Chose qui n'a donc pas été un succès, car en partie à cause du retour de Blaise Compaoré qui a régné pendant 27 ans dans son pays. Sa présence a suscité de nombreuses critiques. Il a été condamné par contumace le 6 avril
à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, icône panafricaine, lors du coup d'État l'ayant donc porté à la tête de l'État en 1987. Roch-Marc Kaboré n'a pas échappé à la colère des populations qui, par dizaines, se sont rassemblées dans la matinée du 8 juillet à Ouagadougou, devant son domicile, pour l'empêcher de participer à la réunion de M. Damiba. Pour ces derniers, ce n'est pas le rôle de Damiba, qui lui-même a fait un coup d'État, de réconcilier le peuple burkinabé. Et ce n'est pas une réconciliation, c'est tout simplement une mascarade, tout en rappelant qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre Blaise Compaoré, qui n'a jamais daigné se présenter devant la justice et qui devrait être immédiatement arrêté et conduit en prison. Au sein de certaines organisations de la société civile et d'avocats, la présence de Blaise Compaoré sur le sol burkinabé avait également du mal à passer. Prosper Farama, membre du collectif des avocats de Thomas Sankara, a estimé que les poutistes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, pseudo-réconciliateurs, tentent tout simplement d'assassiner l'état de droit, la démocratie au Burkina Faso. Selon lui, il n'y a pas une autre lecture à faire. Résultat des courses, échec cuisant de la rencontre de Henri-Paul Damiba. Et nous restons en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci du côté du Sénégal, pour parler d'échéances électorales. Il s'agit bien sûr des élections législatives donc fixées au 31 juillet prochain. Et donc la journée du dimanche 10 juillet marquant ainsi le début de la campagne officielle relative bien sûr à ces élections. 8 listes sont donc en course pour ce scrutin. Nous le disions encore fixé pour le 31 juillet prochain. Et donc les candidats ont 21 jours pour tenter de convaincre et pourquoi pas en sortir vainqueur. Et Mamoutou nous en dit plus. La première journée de campagne électorale s'est terminée par les déclarations des représentants des 8 listes en lice. Plus tôt dans la matinée du 10 juillet 2022, le président Macky Sall a pris la parole à la sortie de la grande mosquée de Dakar après la prière de la Tabaski. Il a appelé les acteurs politiques à bannir la violence pendant la campagne électorale. Le chef de l'État a également incité les candidats à éviter le croisement des caravanes. Finalement, le parti d'opposition Yemi Askanui ira aux élections, mais sans sa liste nationale de titulaires. Les têtes d'affiche, notamment Ousmane Sonko, sont écartées de la course. Quant à la coalition au pouvoir, Beno Bouk Yakar, elle participera sans sa liste nationale de suppléants, retorquée pour défaut de parité. Après sa percée aux élections locales de janvier, l'objectif pour Yemi Askanui est d'imposer une cohabitation au président Macky Sall. Et cela grâce à une alliance avec la coalition Wallou-Sénégal, formée autour du PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade. Plus petite, les autres coalitions en lice tentent de se faire entendre comme AAR Sénégal, Alliance pour une assemblée de rupture qui se présente comme une troisième voie pour ce scrutin, qui sera le dernier avant la présidentielle de 2024, avec en toile de fond le débat sur une éventuelle troisième candidature du chef de l'État, Macky Sall. Toujours en Afrique de l'Ouest, du côté de la Côte d'Ivoire à présent, il faut le dire, le pays a tout simplement évité de justesse samedi 9 juillet à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Crash, il faut le rappeler, en effet, un avion de la compagnie Air Nationale Côte d'Ivoire en provenance de Korogo a donc été confronté à des difficultés. C'était au niveau de l'atterrissage. Bala nous donne des détails. La piste d'atterrissage de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été ouverte dans la soirée du dimanche 10 juillet 2022, près de 5 heures après qu'un avion Air Côte d'Ivoire ait raté son atterrissage. En effet, l'avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire en provenance de Koroko, dans le nord ivoirien, a atterri difficilement le samedi 9 juillet 2022. Heureusement, aucun dommage corporel n'a été enregistré. L'information qui circulait sur la toile a été confirmé tard dans la soirée de samedi par la compagnie Air Côte d'Ivoire dans un communiqué transmis à Abidjan.net qui disait, je cite, « Ce samedi 9 juillet 2022, un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire immatriculé TU-TSK en provenance de Koroko et Bouaké a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan
en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. A donc rapporté la compagnie dans un communiqué, ajoutant que les investigations sont en cours pour donc déterminer les causes de ce dysfonctionnement. Selon Air Côte d'Ivoire, grâce au dysfonctionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n'a été enregistré au sein des passagers et du personnel navigant à bord. Précisons néanmoins que l'appareil immobilisé sur la piste d'atterrissage après l'incident empêchait l'arrivée des autres vols. De ce fait, les vols à destination de l'aéroport d'Abidjan ont été déroutés sur Accra, au Ghana, un pays voisin à l'est de la Côte d'Ivoire. Selon une source aéroportuaire, les avions qui avaient été déroutés sur Accra et Lomé samedi nuit ont déjà commencé à revenir depuis le petit matin du 10 juillet 2022 et continuaient encore dans la soirée du dimanche. Parlons de toute autre chose à présent et nous sommes en Somalie pour parler de crise et dire que justement en raison de la détérioration rapide de la situation en matière de famine et de sécheresse dans ce pays, l'Union européenne a donc décidé d'apporter son aide aux zones frappées par la famine en acheminant bien sûr des fournitures d'urgence dans ces zones excessivement touchées. Il s'agira d'une opération logistique majeure qui devra donc nécessiter entre 50 et 70 vols. Cette opération a donc pris effet depuis le 6 juillet dernier. Mouto revient là-dessus. Le premier vol ayant transporté 6,5 tonnes d'aliments thérapeutiques et de fournitures médicales destinées à l'organisation humanitaire Action contre la faim, partenaire de l'Union européenne, a quitté le district d'El-Bad dans le sud-ouest de la Somalie le 6 juillet 2022. Entre le 6 et le 11 juillet 2022, d'autres vols devraient avoir lieu vers les régions de Baïdoua, Louk et Wadi afin d'acheminer les fournitures auprès des partenaires humanitaires. L'Union européenne a alloué 800 000 € à cette opération spéciale destinée à soutenir la fourniture de matériel médical et de substances pendant la saison sèche. Depuis des décennies, la Somalie est en proie à un conflit prolongé et souffre de conditions météorologiques extrêmes, notamment de sécheresse et d'inondations récurrentes. Le pays doit aujourd'hui faire face à la perspective sans précédent d'une 4e mauvaise saison de pluie consécutive. Cette situation est aggravée par un conflit de longue durée, l'instabilité politique. En outre, les conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19 et de la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants à l'échelle mondiale, due à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, touche de vastes zones de la Somalie. Plus de 7,5 millions de personnes, dont des milliers menacées de famine, ont besoin d'une aide humanitaire. Les fonds humanitaires de l'Union européenne permettent aux organisations d'aide présentes en Somalie de secourir les personnes dans le besoin. En avril 2022, le commissaire Le Narcy a organisé conjointe avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies une table ronde sur la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, au cours de laquelle des fonds supplémentaires ont été annoncés pour renforcer la sécurité alimentaire, dont 348 millions d'euros octroyés par la Commission et 285 millions d'euros par les États membres de l'Union européenne. Ce financement comprend notamment une aide humanitaire et un soutien à long terme visant à lutter contre les causes profondes de l'insécurité alimentaire, notamment au moyen de mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation. Une note en santé, ça se passe en Afrique centrale, au Cameroun, plus précisément, avec le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui était donc en visite dans la région de l'extrême nord. Il y est, car il inaugure justement ce lundi même la nouvelle maternité du centre de santé Juan Chabot, de l'ordre justement souverain et militaire de Malte. L'infrastructure va donc aider à réduire les décès maternels et infantiles dans la région où seulement 30% de femmes accouchent dans une formation sanitaire agréée. Les pouvoirs publics et les partenaires au développement sont par conséquent déterminés à inverser la tendance, surtout dans cette partie du Cameroun. Et c'est sur ce que se referme cette édition du journal bilingue sur For You Télévision. Merci de l'avoir suivi. Thank you, Tekewana.
Exactly, Faith. We have come to the end of our journey this day. Stay tuned to other programs coming your way on For You Television. Until then, God bless Africa. Good afternoon.